Ce soir-là, sous les lustres dorés d'un château que j'avais moi-même loué, j'ai entendu les mots qui ont tout glacé. « Va-t'en, maman. Elle ne veut pas de toi ici. Mon fils, mon Nicolas, celui que j'avais porté, nourri, élevé seul après la mort de son père. Il venait de me chasser de son propre mariage. Je me souviens du silence qui a suivi. Pas celui des invités. Ils continuaient à rire, à trinquer. Non, le silence dans ma poitrine, comme si mon cœur avait oublié comment battre. Je m'appelle Odette Moreau. J'ai 82 ans, et voici l'histoire que j'ai gardée pour moi bien trop longtemps. Pendant des années, j'ai cru que l'amour d'une mère était indestructible, qu'il suffisait d'aimer pour être aimé en retour, que le sang parlait plus fort que tout. Je me trompais. Il faut que je vous raconte comment tout a commencé. Pas ce soir-là, au mariage, non, bien avant. Dans cette maison de campagne en Provence, celle avec les volets bleus et les lavandes qui embaumaient jusqu'à la route. C'était la maison de mon mari, Jean-Claude. Il l'avait héritée de son grand-père. Quand il est mort, Nicolas avait à peine 15 ans, j'ai tout gardé. La maison, les terres, les souvenirs, tout. Je voulais que mon fils ait un héritage, une racine, un lieu où revenir quand la vie serait trop lourde. Pendant des années, nous y passions les étés, juste lui et moi. Je cuisinais ses plats préférés, des tomates farcies, des tartes aux abricots du jardin. Il lisait sous le figuier. Je cousais sur la terrasse. C'était notre sanctuaire. Puis il a grandi. Il est parti étudier à Paris. Puis il a rencontré Isabelle. La première fois qu'il me l'a présentée, j'ai senti quelque chose. Pas de la jalousie, non. Plutôt une froideur, dans son regard, dans sa façon de sourire sans que ses yeux suivent. Elle était belle, très belle. Cheveux noirs, lèvres rouges, tailleur parfait. Elle travaillait dans la finance. Elle parlait d'argent, de projets, d'avenir. Jamais de famille, jamais de tendresse. Mais Nicolas était fou d'elle. « Maman, tu vas l'adorer », m'avait-il dit au téléphone quelques jours avant leur première visite à la maison de campagne. J'avais préparé la chambre d'amis, changé les draps, cueilli des fleurs fraîches, cuisiné un bœuf bourguignon comme Jean-Claude les aimait. Ils sont arrivés un vendredi soir, en juillet. Le soleil dorait encore les champs. Isabelle est descendue de voiture. Elle a regardé la maison. Puis elle a dit, d'une voix plate, « C'est rustique, pas charmant, pas authentique, rustique. » Comme si c'était une insulte. Nicolas a ri, un rire nerveux. « C'est la maison de famille, Isa, elle a du caractère. » Elle n'a rien répondu. Elle est entrée, a posé son sac Vuitton sur le canapé en lin que j'avais moi-même recouvert et a demandé « Il y a le Wi-Fi, au moins ?» Ce week-end-là, j'ai compris qu'elle ne m'aimait pas. Ou plutôt, qu'elle me voyait comme un obstacle. Pendant le dîner, elle ne m'a pas regardé une seule fois. Elle parlait à Nicolas comme si je n'étais pas là. Elle a critiqué la décoration, la cuisine, le village. Franchement, Nicolas, je ne comprends pas pourquoi tu t'accroches à cet endroit. C'est vieux, c'est loin de tout. Mon fils a baissé les yeux. C'était la maison de mon père, Isa. Elle a soupiré. Justement, ton père est mort. Il faut tourner la page. J'ai serré mes mains sous la table. J'ai senti mes ongles s'enfoncer dans ma paume. Mais je n'ai rien dit, parce que je croyais encore que l'amour passerait, que Nicolas verrait qui elle était vraiment. Je me trompais. 2 ans plus tard, ils se sont fiancés. Et 6 mois après, ils se sont mariés. Dans un château que j'ai payé, parce que Nicolas m'avait appelé, embarrassé, pour me dire qu'Isabelle voulait un vrai mariage, et que leurs économies ne suffisaient pas. Maman, tu sais combien la maison de campagne vaut. Si tu la vendais, j'ai arrêté de respirer. Vendre la maison? Nicolas, c'est la maison de ton père. C'est ton héritage. Justement, maman, mon héritage, pas le tien. Et j'en ai besoin maintenant, pour construire ma vie avec Isabelle. J'ai raccroché sans un mot. Puis, 1 semaine plus tard, je l'ai rappelé. Je ne vendrai pas la maison, mais je paierai ton mariage. Il a éclaté de joie. Merci, maman, tu es la meilleure. Le jour du mariage, je portais une robe bleu marine. Simple, élégante, discrète. J'avais apporté un cadeau, une photo de Jean-Claude et Nicolas, prise devant la maison de campagne. Nicolas avait 5 ans. Il riait. Jean-Claude le tenait dans ses bras. Je voulais la lui offrir en privé, pour qu'il se souvienne d'où il venait. Mais je n'ai jamais eu l'occasion. Parce qu'au moment où je suis arrivée au château, Isabelle m'a regardée de haut en bas. Et elle a dit, assez fort pour que plusieurs invités entendent, «
Je croyais avoir été claire, Nicolas. Mon fils a pâli. Elle a continué sans me regarder. Je ne veux pas de cette femme à mon mariage. Mes jambes ont tremblé. Nicolas s'est approché. Il m'a pris par le bras, doucement, mais fermement. Et il a murmuré « Va-t'en, maman. Elle ne veut pas de toi ici. » Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vous lire. Je suis partie. Sans un mot, sans une larme, pas devant eux. J'ai tourné les talons, traversé le hall du château, passé devant les serveurs qui portèrent des plateaux de champagne, devant les bouquets de pivoine blanche que j'avais moi-même commandés. Personne ne m'a retenu. Personne n'a dit « Madame Moreau, attendez ». J'étais devenue invisible, effacée, comme si je n'avais jamais existé. Mon chauffeur m'attendait dehors, un jeune homme discret que j'avais engagé pour la soirée. Il a vu mon visage et n'a rien demandé. « À Paris, Madame Moreau ?» J'ai hoché la tête. Pendant tout le trajet, 3 heures dans la nuit, je n'ai pas pleuré. Je regardais les lumières défiler sur l'autoroute, les villages endormis, les champs noirs. Je pensais à Jean-Claude. S'il avait été là, qu'aurait-il fait? Aurait-il défendu son fils? Ou moi? Je crois qu'il aurait eu honte. Quand je suis rentrée chez moi, dans mon appartement du 7e arrondissement, il était presque minuit. J'ai posé mon sac, enlevé mes chaussures, retiré ma robe bleue, puis je me suis assise sur mon lit, dans le silence, et là, seulement là, j'ai pleuré, pas de sanglots, juste des larmes qui coulaient, lentes, silencieuses, comme une source qu'on ne peut plus arrêter. Je me suis souvenue de tout, de Nicolas bébé qui ne voulait dormir que contre mon épaule, de Nicolas enfant qui me disait « Quand je serai grand, maman, je m'occuperai de toi », de Nicolas adolescent qui pleurait dans mes bras après la mort de son père en me suppliant « Ne me laisse jamais, maman, promets-le-moi ». J'avais promis, et lui m'avait chassée. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise près de la fenêtre, à regarder Paris s'endormir, puis se réveiller. J'ai pensé à la maison de campagne, aux clés que je gardais dans un tiroir de mon bureau, attachées à un porte-clés en bois sculpté que Jean-Claude m'avait offert pour nos 20 ans de mariage. J'ai pensé à toutes les fois où Nicolas m'avait demandé ses clés. « Maman, je peux amener des amis ce week-end ? Maman, on peut passer les vacances là-bas ? Maman, Isabelle voudrait voir la maison. » Je disais toujours oui, parce que je croyais que cette maison était un lien entre nous. Que tant qu'elle existait, nous existerions aussi, ensemble. Le lendemain matin, j'ai préparé du café. J'ai ouvert les volets. Le soleil entrait par larges carrés dorés sur le parquet. Une belle journée. Une journée comme les autres, sauf que je n'étais plus la même. Quelque chose s'était brisé en moi. Pas mon amour pour Nicolas. Ça, je ne savais pas si c'était possible. Mais ma confiance, ma capacité à me soumettre, à me taire, à espérer qu'un jour, il me verrait vraiment. Mon téléphone a sonné vers 10 heures. Nicolas. Mon cœur a bondi. Un vieux réflexe. L'espoir stupide qu'il appelait pour s'excuser. J'ai décroché. Allô? Sa voix était légère, presque joyeuse. Maman, bonjour! Comme si rien ne s'était passé. Comme si la veille, il ne m'avait pas humiliée devant 150 personnes. J'ai serré le téléphone. Bonjour Nicolas. Écoute maman, je suis désolée pour hier soir. Tu sais comment est Isabelle? Elle était stressée. Le mariage, tout ça. Il riait. Mais bon, c'est passé maintenant. Et justement, je t'appelle parce qu'on part en voyage de noces demain. Ah, oui, 2 semaines en Toscane. Isabelle a tout organisé. C'est génial. Silence. Puis il a ajouté, d'une voix presque distraite, « Et du coup, on voulait passer quelques jours à la maison de campagne avant de partir, histoire de se reposer. » Mon sang s'est glacé. La maison de campagne. Oui, tu peux me donner les clés? Ou me les faire livrer? On y va cet après-midi. J'ai fermé les yeux. J'ai respiré. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et dans ce silence, j'ai compris quelque chose. Nicolas ne m'appelait pas pour s'excuser. Il ne m'appelait pas pour me demander si j'allais bien. Il m'appelait parce qu'il avait besoin de quelque chose. Comme toujours. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai senti quelque chose se lever en moi. Pas de la colère, pas de la haine. Non, quelque chose de plus calme, de plus froid. La lucidité. Tu peux me donner les clés? Ou me les faire livrer?
On y va cet après-midi. J'ai regardé par la fenêtre. Un couple marchait sur le trottoir. Ils se tenaient en la main. Ils riaient. J'ai pensé à Jean-Claude, à la promesse que je m'étais faite devant sa tombe. Je protégerai tout ce que tu as construit. Pour Nicolas. Pour notre fils. Mais Nicolas n'était plus ce petit garçon qui pleurait dans mes bras. Il était devenu un homme qui me chassait de sa vie et qui revenait quand il avait besoin de quelque chose. « Maman, tu es là ?» Sa voix, impatiente maintenant. J'ai ouvert la bouche et j'ai dit, d'une voix calme, presque douce, « Les clés sont perdues. » Silence. Un long silence. Puis Nicolas a ri. Un rire nerveux, incrédule. « Quoi ? Comment ça, perdu ? Maman, arrête. On a besoin de la maison. » Les clés sont perdues. Je répétais les mêmes mots. 4 mots. Rien de plus. Mais dans ma voix, il y avait quelque chose qui n'y était jamais. La fermeté. « Maman, ce n'est pas drôle. Cherche-les. Regarde dans ton sac, dans tes tiroirs. » Je n'ai pas besoin de chercher, Nicolas. Les clés sont perdues. « Mais enfin, ça n'a aucun sens. Tu les avais il y a 2 mois. 2 mois, c'est long. Maman !» Il commençait à s'énerver. Je l'entendais dans sa respiration. « On a besoin de cette maison. Isabelle veut s'y reposer avant le voyage. Elle a tout organisé. » J'ai souri. Un sourire triste, que personne ne pouvait voir. « Je comprends, Nicolas. Mais les clés sont perdues. » Il y a eu un autre silence. Puis sa voix a changé. Plus dure, plus froide. « Tu le fais exprès. »« Non. Si. Tu es vexé à cause d'hier. C'est ça ? Tu veux te venger ?» J'ai fermé les yeux. Se venger. Comme si j'étais capable de ça. Comme si je ne l'aimais pas encore, malgré tout. « Nicolas, je ne me venge pas. Je te dis simplement la vérité. Les clés sont perdues. Alors appelle un serrurier. Fais changer la serrure. Je te rembourserai. »« Non. » Ce mot est sorti tout seul. Sec. Net. Nicolas s'est tu. Puis il a dit, lentement, comme s'il comprenait enfin, « Tu refuses de me donner la maison. » Je n'ai pas répondu. « C'est ça ? Après tout ce que j'ai fait pour toi ? Après tout ce que tu me dois ? Tout ce que je lui devais. » J'ai senti quelque chose se tordre dans ma poitrine. Tout ce que je lui devais, les nuits blanches quand il était malade, les années où j'ai travaillé sans relâche pour payer ses études, le mariage que j'ai financé alors qu'il voulait vendre la maison de son père. « Nicolas, je ne te dois rien. » Ma voix tremblait, mais pas de faiblesse, de clarté. « Tu es mon fils, je t'ai tout donné parce que je t'aimais, pas parce que je te devais quelque chose. Et toi, tu m'as chassé de ton mariage. Maman, je t'ai dit que j'étais désolée. Non, tu as dit qu'Isabelle était stressée. Ce n'est pas la même chose. » Silence. « Donc c'est ça ? Tu me punis ? » Non, Nicolas, je me protège. Il a raccroché, sans un mot, sans un au revoir. Juste le silence froid d'une ligne coupée. Je suis resté immobile, le téléphone à la main, pendant longtemps. Puis j'ai ouvert le tiroir de mon bureau. Les clés étaient là. Bien sûr qu'elles étaient là, attachées au porte-clés en bois sculpté. Je les ai prises dans ma main. Elles étaient lourdes, chaudes. J'ai pensé à la maison, aux volets bleus, aux lavandes, aux figuiers, à toutes les fois où Jean-Claude et moi avions marché main dans la main sur le chemin de gravier. Et j'ai compris que ce n'était plus leur maison. C'était ma maison. Mon refuge, mon héritage, ma dignité. Et personne, pas même mon fils, ne me la prendrait. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous ? Qu'auriez-vous fait à ma place ? Les jours suivants, Nicolas n'a pas rappelé. Pas un message, pas un mot. Isabelle a posté des photos de leur voyage en Toscane sur les réseaux sociaux. Des vignes dorées, des villages perchés, des sourires parfaits. Aucune photo de moi, bien sûr. J'avais été effacée, mais cette fois, je ne pleurais plus. J'ai commencé à vivre autrement. Je sortais, je voyais mes amis, je marchais dans les jardins du Luxembourg, je lisais, et chaque soir, avant de me coucher, je regardais les clés sur mon bureau, et je me sentais libre. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel. Pas de Nicolas, de son avocat. « Madame Moreau, Maître Fontaine à l'appareil. Je suis l'avocat de votre fils, Nicolas Moreau. » Une voix masculine, polie, professionnelle, froide. J'ai senti mes jambes trembler. « Oui, votre fils m'a mandaté pour régler une question concernant la propriété sise en Provence, au numéro 12, chemin des Lavandes. La maison. » Il parlait de la maison. « Je vous écoute. Monsieur Moreau estime que cette propriété fait partie de l'héritage paternel et qu'il en est le légitime propriétaire. Or, selon nos informations,
La maison est toujours enregistrée à votre nom. J'ai serré le téléphone. C'est exact. Madame Moreau, nous souhaitons régulariser cette situation à l'amiable. Monsieur Moreau demande le transfert de propriété, conformément à la volonté de son défunt père. La volonté de son défunt père. Jean-Claude. J'ai fermé les yeux. Jean-Claude m'avait laissé cette maison. À moi, pas à Nicolas. Dans son testament, il avait écrit de sa propre main. Je lègue à mon épouse Odette la maison de campagne, afin qu'elle y vive en paix le reste de ses jours. Nicolas héritera du reste. Je m'en souvenais mot pour mot, parce que quand le notaire l'avait lu, j'avais pleuré. Jean-Claude savait. Il savait que j'aurais besoin d'un refuge, d'un lieu à moi. Maître Fontaine, cette maison m'a été léguée par mon mari. Le testament est clair. Certes, madame, mais votre fils estime que son père aurait voulu qu'il hérite de cette propriété. C'était, après tout, la maison familiale. Mon mari a fait son choix, et la loi le respecte. Madame Moreau, je comprends votre position. Mais pensez à votre relation avec votre fils. Un contentieux juridique pourrait l'endommager de façon irréversible. Je me suis assise. Mes mains tremblaient. Il me menaçait. Poliment. Mais il me menaçait. Que voulez-vous exactement, maître? Une signature. Un acte de donation. Simple. Rapide. Indolore. Ainsi, tout le monde sera satisfait. Et si je refuse? Silence. Puis, d'une voix plus dure, alors nous n'aurons d'autre choix que d'entamer une procédure. Monsieur Moreau est prêt à contester le testament, à prouver que son père était sous influence au moment de sa rédaction. Sous influence. Jean-Claude. Mon Jean-Claude qui avait écrit ce testament 6 mois avant sa mort, en pleine lucidité, chez le notaire, devant témoins. Il voulait salir sa mémoire. Mon fils. Mon propre fils. Madame Moreau, vous êtes toujours là? Oui. Alors, puis-je compter sur votre coopération? J'ai respiré. 1 fois, 2 fois. Et j'ai dit, d'une voix que je ne reconnaissais pas, non. Pardon? Non. Vous ne pouvez pas compter sur ma coopération. Cette maison est à moi, légalement, moralement, et je ne la donnerai pas. Madame Moreau, réfléchissez bien. J'ai réfléchi. Bonne journée, maître. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû poser le téléphone sur la table. Je me suis levée. J'ai marché jusqu'à la cuisine. J'ai versé un verre d'eau. Mais je n'ai pas pu le boire. Parce que tout ce que je sentais, c'était un vide immense. Mon fils voulait me prendre la maison. La seule chose que Jean-Claude m'avait laissée. Le seul endroit au monde où je me sentais encore chez moi. Et il était prêt à mentir pour ça, à détruire la mémoire de son père, à me traîner devant un juge. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais sacrifiée pour lui. Les nuits où je travaillais après son coucher, pour payer ses livres, ses cours, ses voyages. Les années où je ne sortais pas, ne voyais personne, parce que j'économisais pour son avenir. Le mariage, ce maudit mariage que j'avais payé avec mes économies. Et tout ça, pourquoi? Pour qu'il me chasse, pour qu'il m'efface, pour qu'il me vole. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'ai pris une feuille de papier, j'ai écrit une lettre, pas à Nicolas, à mon propre avocat. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Maître Dubois, une femme de 60 ans, élégante, ferme, que je connaissais depuis des années. Je lui ai tout raconté, le mariage, l'appel, l'avocat. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Puis elle a dit « Odette, le testament de votre mari est inattaquable. Nicolas n'a aucune chance. Alors pourquoi fait-il ça ?» Elle a hésité, puis elle a sorti son téléphone. « Vous connaissez Isabelle Cartier, n'est-ce pas ?»« Oui, la femme de mon fils. Savez-vous ce qu'elle fait dans la vie ? Elle travaille dans la finance. » Maître Dubois a hoché la tête. Promotion immobilière, pour être précise. Mon cœur s'est arrêté. Que voulez-vous dire ? J'ai fait quelques recherches. Isabelle travaille pour un promoteur qui rachète des propriétés en Provence, des maisons anciennes, dans des villages recherchés, comme le vôtre. Elle a fait glisser son téléphone vers moi. Sur l'écran, un site immobilier. Et là, en pleine page, opportunité rare, maison provençale, chemin des Lavandes, vue imprenable, potentiel exceptionnel. Prix estimé 800 000 €. C'était ma maison. Ma maison était déjà en vente, avant même qu'il ne l'obtienne. Je suis restée pétrifiée devant l'écran. Ma maison. Celle où Jean-Claude et moi avions fait nos premiers pas de jeunes mariés. Celle où Nicolas avait grandi. Celle où j'avais pleuré, ri, aimé, en vente. 800 000 €. Maître Dubois a refermé son téléphone doucement. « Odette, je suis désolée,
Mais vous devez comprendre ce qui se passe. Isabelle veut vendre ma maison. Oui, et elle a probablement convaincu Nicolas que c'était une bonne idée, qu'ils avaient besoin de cet argent, qu'il était temps de tourner la page. J'ai fermé les yeux. Tourner la page. C'était exactement ce qu'Isabelle avait dit. Ce week-end-là, à la maison. Ton père est mort. Il faut tourner la page. Elle ne parlait pas de deuil. Elle parlait d'argent. Que puis-je faire? Maître Dubois a croisé les mains sur son bureau. Rien. La maison est à vous. Le testament est clair. Ils ne peuvent rien faire légalement. Alors pourquoi un avocat? Pourquoi ces menaces? Pour vous faire peur. Pour vous pousser à signer. C'est une stratégie d'intimidation. Et si je ne signe pas, ils abandonneront. Ou ils perdront devant le juge. J'aurais dû me sentir soulagée. Mais je ne l'étais pas. Parce que le problème n'était pas la maison. C'était Nicolas, mon fils, celui qui avait dormi contre mon épaule, celui qui m'appelait « maman chérie » jusqu'à ses 20 ans. Comment en était-il arrivé là? Maître Dubois, puis-je vous demander quelque chose? Bien sûr. Pouvez-vous enquêter sur Isabelle? Discrètement? Elle a hésité. Odette, je ne suis pas détective privé. Je sais, mais vous connaissez des gens, vous savez où chercher. Je veux comprendre qui elle est, vraiment, ce qu'elle veut. Maître Dubois m'a regardé longuement, puis elle a hoché la tête. D'accord, laissez-moi quelques jours. Une semaine plus tard, elle m'a rappelé. Odette, il faut qu'on se voie. Sa voix était grave. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret, près du Panthéon. Elle a sorti un dossier. Voilà ce que j'ai trouvé. Isabelle Cartier, 32 ans, diplômée d'une école de commerce. Travaillait effectivement pour un promoteur immobilier. Mais ce n'était pas tout. Maître Dubois a sorti une autre feuille. Elle a été mariée, avant Nicolas. Mon cœur a bondi. Mariée? Oui, pendant 3 ans. Divorce prononcé il y a 5 ans. Nicolas le sait? J'en doute, regardez. Elle m'a montré un article de presse locale. Un petit entrefilet, datant de 5 ans. Divorce houleux. Isabelle C., accusée d'avoir détourné des biens familiaux. J'ai relu 3 fois. Ah, détourné? L'ex-mari l'accusait d'avoir vendu une propriété héritée de ses parents sans son consentement. Une maison en Bretagne. L'affaire a été classée faute de preuves, mais elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle a un schéma, Odette. Un schéma. Trouver un homme. Le séduire. Cibler ce qu'il possède. Et prendre. Elle n'aime pas Nicolas. Ce n'était pas une question. C'était une certitude. Maître Dubois n'a rien dit. Elle n'avait pas besoin de répondre. Je suis rentrée chez moi dans un état second. J'ai repensé à tout. La première fois qu'Isabelle était venue à la maison. Sa remarque, c'est rustique. Elle n'évaluait pas le charme. Elle évaluait le prix. Les questions qu'elle posait à Nicolas. C'est vraiment à ta mère? Elle n'a pas d'autres héritiers? Quand tu hériteras, tu pourras en faire ce que tu veux, non? Je les avais entendues, ces questions. Mais je les avais prises pour de la curiosité. Alors que c'était de la planification. Et Nicolas? Mon Nicolas. Si intelligent, si brillant. Il ne voyait rien, ou il ne voulait rien voir, parce qu'Isabelle était belle, parce qu'elle le faisait se sentir important, parce qu'elle lui parlait d'avenir, de projets, de succès. J'ai ouvert mon tiroir, j'ai pris les clés, je les ai serrées dans ma main, et j'ai compris quelque chose. Je ne me battais pas contre Nicolas, je me battais contre Isabelle, et Nicolas était devenu son instrument. Le lendemain, j'ai reçu un message. De Nicolas. Le premier depuis des semaines. « Maman, il faut qu'on parle. Isabelle et moi, on vient te voir demain, à 15 heures. Ne te défile pas. Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu ». Juste un ordre. Comme si j'étais son employé, comme si j'étais à sa disposition. J'ai relu le message. Ne te défile pas. Comme si j'étais celle qui fuyait. Comme si j'étais celle qui avait tort. J'ai tapé une réponse. Puis, je l'ai effacée. J'en ai tapé une autre. Effacée aussi. Finalement, j'ai écrit « D'accord, 15 heures, chez moi ». Le lendemain, j'ai tout préparé. J'ai mis une robe simple, beige, élégante. J'ai préparé du thé. J'ai sorti 3 tasses. J'ai placé les clés sur la table basse, bien en évidence. Et à côté, j'ai posé une photo. La photo de Jean-Claude et Nicolas. Celle que j'avais voulu offrir au mariage. Celle qu'on ne m'avait jamais laissé donner. À 15 heures précises, on a sonné. J'ai ouvert. Nicolas était là, costume sombre, visage fermé, et à côté de lui, Isabelle, impeccable, tailleur noir, lèvres rouges, un sourire froid.
Elle est entrée la première, sans me saluer, sans me regarder. Elle a balayé l'appartement du regard, puis elle s'est assise sur mon canapé, comme si c'était chez elle. Nicolas est resté debout. « Maman, on ne va pas tourner autour du pot. »« Bonjour, Nicolas. » Il a soupiré. « Bonjour. Voilà, on a besoin de cette maison. »« Je sais. Alors donne-nous les clés. » J'ai regardé Isabelle. Elle me fixait, sans ciller, comme un rapace. Et c'est là que j'ai dit « Isabelle, parlez-moi de votre premier mari. » Le silence qui a suivi ma question était glacial. Isabelle a pâli. Nicolas a froncé les sourcils. « Quoi? Quel premier mari ?» Il m'a regardé comme si j'avais perdu la raison. Puis il s'est tourné vers Isabelle. « De quoi elle parle ?» Isabelle a ri. Un rire forcé, nerveux. « Ta mère délire, Nicolas. Je ne sais pas de quoi elle parle. » « Vraiment ?» J'ai sorti une feuille de mon sac, l'article, celui que Maître Dubois m'avait donné. Je l'ai posé sur la table. Isabelle Cartier, mariée de 2015 à 2018, divorcée après une affaire de détournement de biens familiaux, une maison en Bretagne, héritée des parents de son ex-mari. Nicolas a pris la feuille. Il a lu. Une fois, deux fois. Son visage s'est décomposé. « Isabelle, c'est vrai ?» Isabelle s'est levée d'un bond. « C'est du passé, ça n'a rien à voir avec nous. Tu ne m'as jamais dit que tu avais été mariée, parce que ça ne te regardait pas. Je suis ton mari, bien sûr que ça me regarde. » Elle a croisé les bras. « D'accord, oui, j'ai été mariée. Et alors ? Tout le monde a un passé, Nicolas, même toi. Mais cette histoire de maison, c'était des mensonges. Mon ex était un manipulateur, il m'accusait de tout. Le juge a classé l'affaire. Faute de preuves, oui. » Ma voix était calme, presque douce. Isabelle m'a fusillé du regard. « Vous ne savez rien de ma vie, Odette. Je sais que vous travaillez dans la promotion immobilière. Et alors ? Je sais que ma maison est déjà en ligne, sur un site de vente. 800 000 €, avant même que vous ne l'obteniez. » Nicolas s'est figé. « Quoi ?» Il s'est tourné vers Isabelle. « Tu as mis la maison en vente ? » « Non, j'ai juste fait une estimation, pour savoir combien elle vaut. » Une estimation ne se fait pas sur un site public, Isabelle. J'ai sorti mon téléphone. J'ai affiché l'annonce. Nicolas a regardé. Son visage est devenu blanc. Opportunité rare. Maison provençale. Potentiel exceptionnel. Il a lu à voix haute, comme s'il ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. « Isabelle, qu'est-ce que c'est que ça ? » C'est juste une estimation. Je te l'ai dit. » Avec des photos ? Avec une description détaillée ? Il a fait défiler l'écran. Ces photos, je les ai prises, l'été dernier, quand on était là-bas. Isabelle a serré les poings. « D'accord, d'accord. Oui, j'ai préparé une annonce. Mais c'est pour nous, Nicolas, pour notre avenir. » « Notre avenir ? Oui, cette maison ne sert à rien. Elle est vide 10 mois par an. Et nous, on a des projets. On veut acheter un appartement à Paris. On veut voyager. On veut vivre. Avec l'argent de ma mère. Avec l'argent de ton héritage. » Nicolas s'est tourné vers moi. Ses yeux étaient perdus, blessés. « Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit ? Je viens de te le dire, Nicolas. »« Non, avant. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de cette histoire avec Isabelle ? » ?»« Parce que je voulais que tu le découvres par toi-même. » Il a baissé la tête. « Je suis désolé. Pour le mariage. Pour tout. Nicolas, regarde-moi. » Il a levé les yeux. « Je ne t'en veux pas d'avoir grandi, d'avoir une vie, d'avoir une femme. Je t'en veux de m'avoir oublié, de m'avoir effacé, de m'avoir chassé. » Ma voix tremblait. Quand tu m'as dit de partir ce soir-là, tu ne m'as pas défendu, tu ne m'as pas protégé, tu as choisi. Isabelle s'est avancée. « Oh, arrêtez avec votre théâtre, vous jouez la victime, mais en réalité, vous êtes juste égoïste. Vous voulez garder cette maison pour vous, vous ne pensez qu'à vous. Je pense à la mémoire de mon mari, à ce qu'il a voulu, à ce qu'il m'a laissé. Il est mort, Odette. » « Oui, et vous voudriez que je le trahisse. » Nicolas a regardé Isabelle, puis moi, puis à nouveau Isabelle. « Isabelle, est-ce que tu m'aimes ?» La question a flotté dans l'air. Isabelle a ouvert la bouche, l'a refermée. « Bien sûr que je t'aime. Ou tu aimes ce que je peux te donner ?» Silence, un long, terrible silence. Puis Isabelle a ramassé son sac. « Je ne vais pas rester ici à me faire insulter. » Elle s'est dirigée vers la porte, puis elle s'est retournée. « Nicolas, tu viens ?» Nicolas m'a regardé. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Maman, je suis là, mon fils. J'ai toujours été là. » Il a hésité, puis il a dit, d'une voix brisée, « Je ne sais plus quoi faire.
Tu sais, au fond de toi, tu sais. Isabelle a claqué la porte. Nicolas a sursauté. Puis, il s'est assis sur le canapé. Il a pris la photo, celle de lui et Jean-Claude, et il a pleuré. Je me suis assise à côté de lui. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé pleurer, comme quand il était petit, comme après la mort de son père. Après un long moment, il a murmuré « Comment j'ai pu être aussi aveugle ? Tu n'étais pas aveugle. Tu étais amoureux. Elle m'a manipulé. Oui, et je t'ai fait du mal. Oui. » Il a relevé la tête. « Est-ce que tu peux me pardonner ?» J'ai pris sa main. « Je suis ta mère, Nicolas. Je t'ai déjà pardonné. Mais je ne peux pas oublier. Je comprends. » Il est resté encore 1 heure. On a parlé. De tout. De rien. De Jean-Claude. De la maison. De la vie. Puis il est parti. Sans les clés. Sans rien demander. Juste avec la photo dans sa poche. 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Maître Fontaine. « Madame Moreau, mon client retire sa demande. Il n'y aura pas de procédure. » « Merci, maître. » Puis, 1 semaine après, Nicolas m'a envoyé un message. « Isabelle et moi, c'est fini. Je rentre à Paris. Est-ce que je peux venir te voir ?» J'ai répondu « Oui, quand tu veux. » Nicolas est venu me voir 2 jours plus tard. Il était seul, les traits tirés, les yeux cernés. Il portait un jean et un pull simple, pas le costume impeccable qu'Isabelle lui faisait porter. Il ressemblait à nouveau à mon fils. Je lui ai ouvert. Il est resté sur le seuil, comme s'il n'osait pas entrer. « Bonjour maman. »« Bonjour Nicolas. »« Entre. » On s'est assis dans le salon. J'ai préparé du café. Il a bu lentement, les yeux perdus dans sa tasse. « Je ne sais pas par où commencer. »« Tu n'as pas besoin de commencer. »« Si, j'ai besoin de te dire, sa voix s'est brisée. J'ai été horrible. » Je n'ai pas répondu. Pas parce que je voulais le faire souffrir, mais parce que c'était vrai. Elle m'a dit que tu étais jalouse, que tu ne voulais pas me voir heureux, que tu voulais me garder pour toi. Et tu l'as cru. Oui, il a levé les yeux vers moi. Parce que je voulais être libre, je voulais être un homme, pas le petit garçon de ma mère. J'ai hoché la tête. Je comprends. Vraiment ? Oui, tout enfant doit devenir adulte. Mais devenir adulte, ce n'est pas abandonner ceux qui t'ont aimé. C'est apprendre à les aimer autrement. Il a posé sa tasse. Quand papa est mort, j'ai eu peur. Peur de quoi ? De devenir comme lui, de mourir jeune, de laisser ceux que j'aime. Ses mains tremblaient. Alors j'ai tout fait pour me sentir vivant, pour me sentir fort. Isabelle, elle me faisait sentir invincible. Elle te faisait sentir important. Oui, il a baissé la tête. Mais j'ai oublié qui m'a rendu fort, qui m'a appris à tenir debout, qui a été là quand tout s'effondrait. Silence, toi. Les larmes me sont montées aux yeux, mais je ne les ai pas laissées couler. Pas encore. Nicolas, je veux que tu comprennes quelque chose. Je ne t'ai pas montré les preuves contre Isabelle pour te reprendre. Je l'ai fait pour te protéger. Je sais. Tu es mon fils. Tu le seras toujours. Mais je ne peux plus être celle qui se sacrifie en silence. Je ne te le demande pas. Bien. On est resté longtemps comme ça, dans un silence qui n'était plus pesant, juste nécessaire. Puis Nicolas a sorti quelque chose de sa poche, une enveloppe. Isabelle est partie, elle a pris ses affaires hier, elle m'a laissé ça. Il m'a tendu l'enveloppe. Je pense que tu devrais la lire. J'ai ouvert, une lettre, manuscrite, courte. Nicolas, tu es faible. Tu ne mérites pas ce que ta famille t'a laissé. Moi, j'aurais su quoi en faire. Mais puisque tu préfères croire ta mère plutôt que ta femme, tu resteras petit toute ta vie. Ne me contacte plus. Isabelle. J'ai replié la lettre lentement. Aucun regret, aucune excuse, juste du mépris. Elle ne m'a jamais aimé, n'est-ce pas ? Nicolas me regardait avec des yeux d'enfant. Non, mon fils, je ne crois pas. J'ai été si stupide. Tu as été humain. Il s'est levé. Il a marché jusqu'à la fenêtre. Je vais divorcer. L'avocat dit que ce sera rapide. On n'était mariés que depuis quelques mois. Et après, je ne sais pas. Il s'est retourné. Est-ce que je peux venir à la maison de campagne ? Pas pour la prendre. Juste pour me souvenir. De papa. De nous. J'ai souri. Un vrai sourire. Le premier depuis longtemps. Oui, quand tu veux. 3 semaines plus tard, on est partis ensemble. Dans ma voiture. Juste lui et moi. On a roulé en silence. Puis on a parlé. De tout. De rien. De ses études. De son travail. De ses rêves. Pas d'Isabelle. Pas de la maison. Pas du passé. Juste du présent. Quand on est arrivé,
Les volets bleus brillaient sous le soleil, les lavandes embaumaient, le figuier avait grandi. Nicolas est descendu de voiture. Il a regardé la maison longuement, puis il a murmuré « J'avais oublié comme c'était beau. On a passé 3 jours là-bas. J'ai cuisiné. Il a lu sous le figuier. On a marché dans les champs. On a ri, comme avant. Le dernier soir, il m'a dit « Maman, je veux que tu saches quelque chose. Oui, cette maison, elle est à toi. Papa avait raison. Elle doit rester à toi. Nicolas, non. Écoute-moi. J'ai été aveuglé par l'argent, par l'idée de réussir. Mais papa ne m'a pas laissé cette maison. Il te l'a laissée à toi, parce qu'il savait que tu en prendrais soin, que tu la protégerais. Il a pris ma main. Et moi, je veux que tu saches que je la protégerai aussi. Pas pour l'avoir, mais pour qu'elle reste ce qu'elle est. Un refuge, une mémoire, un endroit où revenir quand tout va mal. Cette nuit-là, j'ai pleuré, mais pas de tristesse, de soulagement. Mon fils était revenu, pas l'homme qu'Isabelle avait façonné, mais celui que j'avais élevé. Mais je savais que la vie n'en avait pas fini avec Isabelle. La vie rend toujours ce qu'on lui donne. Et elle avait semé du mépris. Elle allait récolter la solitude. Les mois ont passé. Septembre s'est transformé en octobre, puis novembre. Les feuilles sont tombées. Paris s'est couvert de gris et d'or. Et moi, Odette Moreau, à 82 ans, j'ai recommencé à vivre. Pas comme avant. Avant, je vivais dans l'attente d'un appel de Nicolas. L'attente d'une visite, l'attente d'être vue, d'être reconnue. Maintenant, je vivais pour moi. Je me suis réinscrite à mon club de lecture. J'ai repris mes cours d'aquarelle que j'avais abandonnés après la mort de Jean-Claude. J'ai recommencé à voir mes amies, Marguerite, Colette, Hélène, celles que j'avais négligées parce que j'étais trop occupée à être une mère disponible. Elles m'ont accueillie comme si je n'étais jamais partie. On t'a attendue, Odette. On savait que tu reviendrais. Nicolas venait me voir chaque dimanche, pas par obligation, par choix. On déjeunait ensemble, on parlait, on riait. Il m'a raconté son divorce. Isabelle n'avait rien contesté. Elle avait signé les papiers rapidement, sans un mot. Elle a juste demandé une chose, m'a dit Nicolas. Quoi? L'argent du mariage. Ce que tu avais payé pour le château, le traiteur, tout. Elle voulait que je la rembourse. J'ai senti mon sang se glacer. Et tu as accepté? Non. Mon avocat a dit que c'était ridicule. C'était un cadeau que tu m'avais fait, pas un prêt. Il a souri tristement. Elle a menacé de faire un scandale, de tout raconter sur les réseaux sociaux. Et je lui ai dit, vas-y, raconte, mais raconte aussi que tu as essayé de voler la maison de ma mère. Il a regardé ses mains. Elle n'a rien dit après ça. Elle est partie. Où? Je ne sais pas, et je ne veux pas savoir. Mais moi, je savais. Pas où elle était, mais ce qui lui arriverait. Parce que la vie finit toujours par rattraper ceux qui blessent les autres. Un après-midi de novembre, alors que je prenais le thé avec Marguerite dans un salon près du Bon Marché, j'ai entendu une conversation. 2 femmes, élégantes, la cinquantaine. Elles parlaient fort, trop fort. Tu as vu? Isabelle Cartier a été virée. Mon cœur a bondi. J'ai fait semblant de regarder ailleurs, mais j'écoutais. Virée? Pourquoi? Apparemment, elle avait monté un coup avec des clients. Elle leur vendait des propriétés à des prix gonflés et empochait la différence. Son patron a découvert. Mon Dieu. Oui, il paraît qu'il y a une enquête. Elle pourrait être poursuivie. Marguerite m'a regardée. Odette, tu vas bien? Tu es toute pâle. Oui, j'ai juste entendu un nom que je connais. Qui? Personne d'important. Mais ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai cherché. Sur Internet, sur les réseaux. Et j'ai trouvé un article discret dans un journal économique. Isabelle Cartier, anciennement chez Riviera Invest, fait l'objet d'une enquête interne pour malversation présumée. J'ai relu plusieurs fois. Je n'ai ressenti ni joie ni tristesse, juste une certitude. La vie l'avait rattrapée. Pas à cause de moi, à cause d'elle-même. J'ai pensé à appeler Nicolas, puis je me suis ravisée. Ce n'était pas à moi de lui dire. Il l'apprendrait tôt ou tard, et il devait faire son propre chemin dans ce deuil. Quelques jours plus tard, Nicolas est venu me voir, mais cette fois, il n'était pas seul. Il était accompagné d'une jeune femme, brune, simple, un sourire doux. « Maman, je te présente Claire. » Claire m'a tendu la main. « Bonjour, Madame Moreau. Nicolas m'a beaucoup parlé de vous. » Sa voix était chaleureuse, sincère. J'ai serré sa main.
Bonjour Claire, enchantée. On a pris le thé tous les trois. Claire était médecin. Elle travaillait dans un hôpital public. Elle parlait de son métier avec passion. Elle ne parlait pas d'argent, ni de projets immobiliers, ni d'avenir calculé. Elle parlait de vie. Quand Nicolas s'est levé pour aller aux toilettes, Claire s'est penchée vers moi. « Madame Moreau, je voulais vous dire quelque chose. »« Oui ?» Nicolas m'a raconté ce qui s'est passé, avec son ex-femme. J'ai hoché la tête. « Je veux que vous sachiez que je ne suis pas comme elle. Je ne veux rien de vous. Je veux juste être avec Nicolas. » J'ai regardé cette jeune femme. Ses yeux étaient clairs, honnêtes. « Claire, je ne vous juge pas, mais je vous connais à peine. Je comprends, mais le temps parlera pour moi. » Elle a souri. « Je sais ce que c'est d'avoir une mère forte. La mienne l'était. Elle est partie il y a 2 ans. Et je me dis, chaque jour, que j'aimerais qu'elle voie qui je suis devenue. Mes yeux se sont embués. Elle vous voit, Claire, j'en suis sûre. » Quand Nicolas est revenu, il nous a trouvés en train de parler comme si on se connaissait depuis toujours. Il a souri. Un vrai sourire, celui que je n'avais pas vu depuis des années. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé Paris scintiller sous la nuit. Et j'ai pensé à Jean-Claude. « Tu vois, mon amour, il va bien. Notre fils va bien. Décembre est arrivé. Les lumières de Noël illuminaient les rues. Nicolas m'a proposé de passer les fêtes avec lui et Claire. On pourrait aller à la maison de campagne, tous les trois, comme avant. Mais autrement. J'ai accepté. Non pas parce que je voulais revivre le passé, mais parce que je voulais construire l'avenir. On est parti le 23 décembre. La route était longue, mais paisible. Claire était assise à l'arrière. Elle regardait le paysage défiler. « C'est beau, la Provence. Attends de voir la maison, » a dit Nicolas. Quand on est arrivé, les volets bleus étaient fermés. J'ai sorti les clés. Ces clés que j'avais refusé de donner. Ces clés qui avaient tout changé. J'ai ouvert la porte. L'odeur de la maison m'a enveloppée. Lavande, bois anciens, souvenirs. Claire est entrée doucement, comme si elle marchait dans un lieu sacré. « C'est magnifique », a-t-elle murmuré. On a passé 3 jours là-bas. On a cuisiné ensemble. On a ri. On a parlé. Claire m'a aidé à décorer le sapin. Un petit sapin que Nicolas était allé chercher au village. On a mis des guirlandes, des bougies, des branches de houx. Le soir de Noël, on a dîné tous les 3. J'avais préparé un chapon au marron, une tarte aux poires, du vin chaud. Claire a porté un toast. À la famille, à ceux qui sont là, et à ceux qui nous regardent. On a trinqué, et j'ai senti quelque chose se refermer en moi. Une blessure, une ancienne douleur. Elle ne disparaissait pas complètement, mais elle devenait supportable. Cette nuit-là, avant de me coucher, j'ai regardé par la fenêtre de ma chambre. Le ciel était clair, plein d'étoiles, et j'ai pensé à Isabelle. Pas avec colère, pas avec haine, juste avec pitié, parce que je savais ce qui lui arrivait. L'enquête, la perte de son travail, la solitude. Elle avait tout construit sur le mensonge. Et maintenant, tout s'effondrait. Pas parce que je l'avais voulu, mais parce que c'était inévitable. La vie rend toujours ce qu'on lui donne. Elle avait donné de la manipulation, du mépris, de la froideur, et la vie lui rendait de la solitude. Le lendemain matin, Nicolas est venu s'asseoir avec moi sur la terrasse. On buvait du café. Le soleil réchauffait nos visages. « Maman, je veux te dire quelque chose. »« Oui, merci. » J'ai souri. « De quoi ? » ?»« De ne pas m'avoir abandonné, même quand je le méritais. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Nicolas, tu es mon fils. Je ne t'abandonnerai jamais, même quand tu te trompes, même quand tu me blesses. Parce que c'est ça, être mère. Aimer sans condition. » Il a regardé la maison. « Un jour, cette maison sera à moi, quand tu ne seras plus là. Oui, et je te promets que je ne la vendrai jamais. Je la garderai. Pour toi, pour papa, pour nous. » J'ai fermé les yeux. « Je te crois, mon fils. » Janvier est arrivé. Je suis rentrée à Paris. La vie a repris son cours, mais différemment. Un matin de février, en ouvrant mon courrier, j'ai trouvé une lettre, pas manuscrite, imprimée, de l'avocat de Nicolas. Je l'ai ouverte, le cœur battant. « Madame Moreau, je vous informe que Madame Isabelle Cartier a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis et à une interdiction d'exercer dans le secteur immobilier pendant 5 ans suite à des faits de malversation et d'abus de confiance. Elle fait également l'objet de poursuites civiles de la part de plusieurs anciens clients. Cordialement, Maître Dubois. »
J'ai relu la lettre 3 fois, puis je l'ai posée sur la table. Je n'ai ressenti ni satisfaction ni joie, juste de la tristesse. Pour elle, pour la vie qu'elle aurait pu avoir si elle avait choisi l'honnêteté, pour l'amour qu'elle aurait pu connaître si elle avait ouvert son cœur. Mais elle avait choisi autrement. Et maintenant, elle payait. Ce soir-là, j'ai appelé Nicolas. « Tu es au courant ?»« Oui. Mon avocat m'a prévenu. »« Comment te sens-tu ?» Silence. Soulagé. Triste aussi. « C'est normal. Elle a tout perdu, maman. Son travail, sa réputation, tout. » J'ai respiré profondément. « Nicolas, écoute-moi bien. Ce n'est pas nous qui l'avons punie. C'est la vie. C'est la justice. Elle a menti, manipulé, blessé, et la vie lui a rendu ce qu'elle avait semé. Je sais. Mais quand même quoi? Tu as pitié d'elle? Un peu. J'ai souri. C'est bien. Ça veut dire que tu as un cœur. Mais n'oublie jamais ce qu'elle t'a fait, ce qu'elle nous a fait. Je n'oublierai pas. On a raccroché. J'ai regardé les clés sur mon bureau. Elles brillaient doucement sous la lampe. Ces clés qui avaient tout changé. Ces 4 mots que j'avais prononcés. Les clés sont perdues. Mais elles n'avaient jamais été perdues. Elles m'avaient simplement permis de me retrouver. Mars est arrivé avec ses premières douceurs. Les bourgeons éclataient sur les arbres du Luxembourg. Paris se réveillait après l'hiver. Et moi, Odette Moreau, je me réveillais aussi. Nicolas et Claire se voyaient de plus en plus. Il m'en parlait avec une lumière dans les yeux que je ne lui avais pas vue depuis l'enfance. Elle est différente, maman. Différente comment? Elle ne demande rien. Elle donne. Elle m'écoute. Elle me voit. J'ai souri. C'est ça, l'amour véritable, mon fils. Pas ce qui brille, mais ce qui réchauffe. Un dimanche après-midi, alors que je rangeais mes livres dans le salon, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Allô? Silence. Puis une voix, féminine, cassée. Madame Moreau? Mon sang s'est glacé. Je connaissais cette voix. Isabelle. Oui? Ma voix était neutre, froide. C'est Isabelle. Silence. Je sais qui vous êtes. Que voulez-vous? J'ai entendu un souffle tremblant. Je voulais vous parler. Nous n'avons rien à nous dire. S'il vous plaît. Juste quelques minutes. J'aurais pu raccrocher. J'aurais dû. Mais quelque chose dans sa voix m'a arrêté. Pas de l'arrogance, pas du mépris, de la détresse. Que voulez-vous, Isabelle? Je voulais m'excuser. J'ai fermé les yeux. M'excuser? Maintenant? Après tout ce que vous avez fait? Je sais que c'est trop tard. Mais j'avais besoin de le dire. Sa voix tremblait. J'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, mes amis, tout. Vous avez perdu ce que vous aviez construit sur le mensonge. Je sais. Silence. Et Nicolas aussi. Je n'ai rien dit. Il ne répond plus à mes messages. Il m'a bloqué partout. C'est normal. Je pensais que je pouvais tout contrôler, que je pouvais tout avoir, en volant, en manipulant. Oui, elle a laissé échapper un sanglot. Je ne sais pas comment j'en suis arrivée là, comment je suis devenue ça. J'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, un couple marchait main dans la main. Ils riaient. Isabelle, je ne peux pas vous pardonner. Je ne vous le demande pas. Alors pourquoi m'appelez-vous? Silence long. Puis elle a dit, d'une voix à peine audible, « Parce que vous êtes la seule qui m'ait vue. » Ces mots m'ont frappé. Vu comment? Tel que je suis vraiment, pas ce que je prétendais être. Mais le vide à l'intérieur, la peur. J'ai respiré profondément. « Isabelle, je vous ai vue. C'est vrai, mais ce n'est pas à moi de vous sauver. C'est à vous de vous regarder en face. Je sais. Vous avez détruit mon fils. Vous avez essayé de me voler ce que mon mari m'avait laissé. Vous avez menti, manipulé, blessé. Je sais. » Elle pleurait maintenant. Je l'entendais. Et maintenant, vous payez. Pas parce que je l'ai voulu, mais parce que c'est ainsi que fonctionne la vie. Madame Moreau, est-ce qu'un jour, je pourrais réparer? J'ai fermé les yeux. Je ne sais pas, Isabelle. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Puis j'ai ajouté, plus doucement, mais si vous voulez vraiment réparer, commencez par vous réparer vous-même. Arrêtez de mentir. Arrêtez de prendre. Apprenez à donner. Elle a hoqueté. Je ne sais pas si j'en suis capable. Alors vous resterez seule. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Je me suis assise. J'ai regardé le téléphone longtemps. Isabelle m'avait appelé. Pas Nicolas. Moi. Parce qu'au fond d'elle, elle savait.
Elle savait que j'étais celle qui avait été honnête, celle qui ne l'avait pas jugée pour ce qu'elle possédait, mais pour ce qu'elle était. Le soir même, Nicolas est venu me voir. Il était agité. « Maman, Isabelle m'a écrit. »« Je sais. Elle m'a appelé cet après-midi. » Il s'est figé. « Quoi? Elle t'a appelé? »« Oui. Qu'est-ce qu'elle voulait? » J'ai hésité. Puis j'ai dit « S'excuser. » Nicolas s'est assis lourdement. « S'excuser. Maintenant, après tout. »« Oui. Et toi? Tu l'as pardonné ?» J'ai regardé mon fils. « Non. » Pourquoi? Parce que pardonner ne veut pas dire oublier, ne veut pas dire accepter. Pardonner, c'est se libérer. Et je me suis déjà libérée. Nicolas a baissé la tête. Elle m'a écrit qu'elle était désolée, qu'elle avait tout perdu, qu'elle comprenait maintenant. Et toi, qu'est-ce que tu ressens? Il a levé les yeux. Rien. Rien? Non, je ne ressens plus rien pour elle. Ni colère, ni pitié, juste rien. Il a pris mes mains. Tu sais ce que j'ai compris, maman? Quoi? Qu'elle ne m'a jamais aimée. Mais toi, tu m'as toujours aimée. Même quand je ne le méritais pas. Mes yeux se sont embués. Tu es mon fils, Nicolas. Je t'aimerai toujours. Quelques semaines plus tard, au début d'avril, Marguerite m'a invitée à déjeuner. On s'est retrouvés dans une brasserie près de Saint-Germain-des-Prés. Elle avait quelque chose à me dire. Je le voyais dans ses yeux. « Odette, j'ai vu Isabelle. » Mon cœur a bondi. « Où? » »« Chez Monoprix. Elle faisait ses courses. » Marguerite a baissé la voix. Elle était méconnaissable. Comment ça? Maigre, les cheveux ternes, pas de maquillage, des vêtements ordinaires. J'ai imaginé Isabelle, celle qui portait toujours des tailleurs parfaits, des lèvres rouges, une allure impeccable. Elle était seule? Oui, complètement seule. Marguerite a hésité. Elle m'a vue, on s'est regardé. Et tu sais ce qu'elle a fait? Quoi? Elle a baissé les yeux. Et elle est partie, vite, comme si elle avait honte. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas de la joie, pas de la satisfaction, de la tristesse. La vie l'a rattrapée, ai-je murmuré. Oui. Marguerite m'a pris la main. Odette, tu ne te réjouis pas? Après tout ce qu'elle t'a fait? Non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas comme elle. J'ai regardé par la fenêtre. Des gens passaient. Ils riaient. Ils vivaient. Elle a choisi la solitude en choisissant le mensonge. Ce n'est pas moi qui l'ai punie. C'est la vie. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai repensé à tout. À ce mariage, à cette humiliation, à ces clés, à ces 4 mots. Les clés sont perdues. Si j'avais cédé ce jour-là, si j'avais donné la maison, si j'avais accepté d'être effacée, où serais-je aujourd'hui? Probablement encore dans l'ombre, à attendre un appel qui ne viendrait jamais, à espérer être vue par un fils qui ne me regardait plus. Mais j'avais dit non, j'avais posé une limite, j'avais choisi de me protéger, et ce choix avait tout changé. Mai est arrivé. Les lilas embaumaient les jardins. Nicolas m'a annoncé qu'il voulait présenter Claire à des amis proches. Et j'aimerais que tu sois là, maman. Bien sûr. Le dîner a eu lieu chez lui, dans son appartement à Montparnasse. Claire avait cuisiné. Un risotto aux asperges, une tarte au citron. Les amis de Nicolas étaient chaleureux. Ils m'ont accueilli comme si j'avais toujours fait partie de leur vie. À un moment, Claire s'est levée pour aller chercher le dessert. Nicolas s'est penché vers moi. « Maman, je veux te dire quelque chose. »« Oui, je vais demander Claire en mariage. » Mon cœur a explosé de joie. « Oh, Nicolas, et cette fois, ce sera différent. Ce sera vrai. » Il a pris ma main. « Et je veux que tu sois à mes côtés. Pas dans l'ombre, à mes côtés. » Les larmes ont coulé. Des larmes de bonheur. « Bien sûr, mon fils, bien sûr. » Quelques jours plus tard, alors que je me promenais dans le Luxembourg, j'ai vu quelqu'un assise sur un banc, seule, recroquevillée. Isabelle. Mon cœur s'est arrêté. Elle ne m'avait pas vue. Elle regardait les enfants jouer, les couples marcher. Son visage était émacié, ses yeux vides. J'aurais pu partir, faire demi-tour, l'ignorer, mais quelque chose m'a retenue. Je me suis approchée, lentement. Quand elle m'a vue, elle a sursauté. Madame Moreau, j'ai regardé cette femme. Celle qui avait essayé de me détruire, celle qui avait manipulé mon fils. Et tout ce que j'ai vu, c'était une coquille vide. « Bonjour, Isabelle. » Elle a baissé les yeux. « Je ne voulais pas vous déranger. Vous ne me dérangez pas. » Je me suis assise à côté d'elle, pas trop près, mais pas loin non plus. « Comment allez-vous » Elle a ri,
Un rire amer. Vous le voyez bien? Silence. Isabelle, puis-je vous demander quelque chose? Oui. Pourquoi? Pourquoi tout cela? Pourquoi cette obsession de prendre ce qui ne vous appartenait pas? Elle a regardé ses mains. Parce que je n'ai jamais rien eu. Comment ça? Mes parents étaient pauvres. On vivait dans un petit appartement. Je n'avais rien. Alors j'ai décidé que plus jamais je ne serais pauvre. Plus jamais je ne manquerais de rien. Elle a relevé la tête. Mais je me suis trompée. J'ai cru que l'argent me rendrait heureuse, que posséder me rendrait forte. Et maintenant? Maintenant, je n'ai rien. Et je suis seule. J'ai respiré profondément. Isabelle, vous avez choisi le mauvais chemin. Mais il n'est jamais trop tard pour changer. Vous croyez vraiment ça? Oui. Elle m'a regardée avec des yeux d'enfant perdu. Comment? Comment je fais? Vous commencez par être honnête, avec vous-même, avec les autres. Mais personne ne voudra plus de moi. Alors vous recommencez, seule, humblement. Elle a secoué la tête. Je ne sais pas si j'en suis capable. Moi non plus, je ne sais pas. Mais c'est votre choix. Je me suis levée. Isabelle, je ne vous pardonnerai jamais complètement. Mais je ne vous souhaite pas de mal. Je vous souhaite de trouver la paix. Elle a levé les yeux vers moi. Pourquoi? Pourquoi vous êtes si bonne? J'ai souri tristement. Je ne suis pas bonne. Je suis juste fatiguée de porter de la haine. Je suis partie, sans me retourner. En marchant, j'ai pensé à Jean-Claude, à ce qu'il aurait dit. Probablement, tu as fait ce qu'il fallait, Odette, ni plus, ni moins. Parce que la vengeance n'apporte rien. Elle ne répare pas, elle ne guérit pas. Ce qui guérit, c'est le temps, c'est la distance, c'est la lucidité. Isabelle avait tout perdu, non pas parce que je l'avais voulu, mais parce qu'elle avait semé du mensonge. Et la vie lui avait rendu de la solitude. Moi, j'avais retrouvé mon fils, j'avais retrouvé ma paix, j'avais retrouvé ma maison. Et surtout, je m'étais retrouvée moi-même. Juin est arrivé comme une promesse. Les jardins de Paris explosèrent de couleurs. Les roses, les pivoines, les jasmins, tout fleurissait, et moi aussi. À 82 ans, je me sentais plus vivante que jamais. Pas parce que j'avais gagné une bataille, mais parce que j'avais appris quelque chose de fondamental. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer, mais on peut choisir de s'aimer soi-même. Nicolas et Claire se sont fiancés en mai. Une demande simple, sur les quais de Seine, au coucher du soleil. Pas de mise en scène, pas de caméra, pas de spectacle. Juste deux âmes qui se choisissaient. Quand Nicolas me l'a raconté, les yeux brillants, j'ai pleuré. Mais cette fois, c'était des larmes de joie pure. Elle a dit oui, maman. Bien sûr qu'elle a dit oui. Comment tu le savais? Parce que je la vois te regarder. Et ce qu'elle voit, c'est toi. Le vrai toi. Ils ont décidé de se marier en septembre, à la maison de campagne. Si tu es d'accord, bien sûr, a dit Nicolas. J'ai souri. C'est votre maison maintenant. À vous deux. À votre amour. Non, maman. C'est ta maison. On veut juste y célébrer le début de notre vie. Avec toi. Les mois d'été ont été consacrés aux préparatifs. Mais cette fois, tout était différent. Claire et moi, on a tout organisé ensemble. Les fleurs, le repas, la décoration. Elle ne voulait rien d'ostentatoire. Je veux quelque chose de simple, de vrai, de chaleureux. Comme toi, ai-je dit. Elle a rougé. Vous êtes trop gentille, Odette. Non, je suis juste honnête. Un après-midi, alors qu'on choisissait des nappes dans une petite boutique de Provence, Claire s'est tournée vers moi. Odette, puis-je vous appeler maman? Mon cœur s'est arrêté. Tu veux m'appeler maman? Oui, si vous êtes d'accord. La mienne n'est plus là. Et vous, vous êtes devenue si importante pour moi. J'ai pris ses mains. Claire, ce serait un honneur. Elle m'a serré dans ses bras. Et j'ai compris que la vie m'offrait une seconde chance. Pas de retrouver ce que j'avais perdu, mais de gagner quelque chose de nouveau. Une fille, une vraie. Le mariage a eu lieu le 15 septembre, un samedi radieux. Le ciel était d'un bleu éclatant. Les lavandes embaumaient encore. Le figuier offrait son ombre généreuse. On avait dressé des tables sous les arbres, des nappes blanches, des bouquets de roses sauvages, des bougies dans des bocaux en verre. Tout était simple, tout était beau. Claire portait une robe en dentelle ivoire, pieds nus. Nicolas, un costume beige. Pas de cravate. Ils ressemblaient à deux enfants heureux. Quand ils ont échangé leurs vœux, devant une trentaine d'amis proches et de familles, Nicolas a dit « Claire, tu m'as appris que l'amour n'est pas une conquête, c'est un refuge. Tu es mon refuge. » Claire a répondu « Nicolas,
Tu m'as montré qu'on peut guérir, qu'on peut grandir, qu'on peut choisir d'aimer mieux. Je choisis de t'aimer. Chaque jour. J'étais assise au premier rang, vêtue d'une robe bleue, la même couleur que les volets de la maison. Et je pleurais. Mais cette fois, c'était des larmes de gratitude. Après la cérémonie, Nicolas est venu me voir. Il m'a tendu la main. « Maman, viens danser avec moi. » On a dansé. Lentement, doucement. Sur une vieille chanson de Charles Aznavour. « Emporte-moi ». Il m'a serré contre lui. « Merci, maman. » De quoi? De ne pas avoir cédé. De ne pas m'avoir laissé te perdre. J'ai fermé les yeux. « Nicolas, tu sais ce que j'ai compris? » Quoi? Que parfois, dire non à quelqu'un qu'on aime, c'est la plus grande preuve d'amour qu'on puisse donner. Il a hoché la tête. « Tu as eu raison. Pour les clés. Pour tout. Je n'ai pas eu raison. J'ai juste choisi de me respecter. La fête a duré jusqu'au soir. Les rires, les chansons, les histoires. À un moment, Claire est venue s'asseoir à côté de moi. « Vous êtes heureuse, maman ?» J'ai regardé autour de moi. Les lampions qui brillaient dans les arbres. Les gens qui dansaient. Nicolas qui riait avec ses amis. « Oui, ma chérie, je suis heureuse. » Ce soir-là, quand tout le monde est parti, je suis restée seule sur la terrasse. Les étoiles brillaient. Le silence était doux. J'ai pensé à Jean-Claude. « Tu vois, mon amour, notre fils est heureux. Il a trouvé sa voie. » Et j'ai pensé à Isabelle. Je ne savais pas où elle était, ce qu'elle faisait, mais je lui souhaitais, sincèrement, de trouver la paix. Pas pour elle, pour moi. Parce que tant que je portais de la rancœur, je n'étais pas libre. Octobre est arrivé. Nicolas et Claire sont partis en voyage de noces, en Italie, puis en Grèce. On revient dans un mois, maman. On te rapportera plein de souvenirs. Je suis restée à Paris, seule, mais pas solitaire. Mes amis, mes livres, mes aquarelles, ma vie. Un matin, alors que je prenais mon café près de la fenêtre, j'ai repensé à tout. À ce soir-là, au mariage, à l'humiliation, à la douleur. Et j'ai compris quelque chose. Cette douleur avait été nécessaire. Elle m'avait forcé à me réveiller, à poser des limites, à choisir ma dignité. Si Isabelle ne m'avait pas chassée, si Nicolas ne m'avait pas demandé les clés, si je n'avais pas dit ces 4 mots, les clés sont perdues, je serais encore dans l'ombre, encore en train d'attendre, encore en train de me sacrifier. Mais j'avais dit non, et ce non avait tout changé. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre, manuscrite, de la part d'Isabelle. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. « Madame Moreau, je ne m'attends pas à ce que vous me répondiez. Je ne m'attends à rien. Je voulais juste vous dire que j'ai commencé une thérapie, que j'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi j'ai blessé tant de gens. Je ne sais pas si je réussirai à changer, mais j'essaie. Merci de m'avoir parlé ce jour-là, au Luxembourg. Merci de ne pas m'avoir insulté. Merci de m'avoir vu comme un être humain, même quand je ne le méritais pas. Je ne vous demande pas de pardon. Je vous demande juste de savoir que vos mots m'ont touché. Respectueusement, Isabelle. » J'ai relu la lettre plusieurs fois, puis je l'ai pliée. Et je l'ai rangée dans un tiroir. Je ne lui répondrai pas. Pas parce que je lui en veux encore, mais parce que ce n'est pas à moi de la guider. Elle doit trouver son propre chemin. Mais je lui souhaite de réussir. Sincèrement. Parce que personne ne mérite de rester prisonnier de ses erreurs. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, je suis assise dans le salon de la maison de campagne. Les volets bleus sont ouverts. Le soleil entre à flot. Les clés sont posées sur la table, à côté d'une tasse de thé. Ces clés qui ont tout changé. Non pas parce qu'elles ouvraient une porte, mais parce qu'elles m'ont permis de me défendre, de dire « Non, ça, c'est à moi ». Parfois, la plus grande force, ce n'est pas de donner, c'est de garder. Si mon histoire vous a touché, si vous avez déjà été trahi par quelqu'un que vous aimiez, si vous avez déjà dû choisir entre votre paix et l'approbation des autres, sachez ceci, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de poser des limites, vous avez le droit de choisir votre dignité. La vie ne nous donne pas toujours ce que nous méritons, mais elle finit toujours par rendre ce que nous donnons. Isabelle a semé du mensonge. Elle a récolté de la solitude. Moi, j'ai semé de l'amour, même quand c'était difficile, même quand on me blessait. Et aujourd'hui, je récolte de la paix. Mon fils est heureux. J'ai une belle-fille que j'aime comme ma propre fille. J'ai une maison qui est mon refuge. Et surtout, je me suis retrouvée. Alors, si vous écoutez cette histoire aujourd'hui, si vous traversez une tempête, si vous avez mal, sachez que ce n'est pas la fin. C'est peut-être le début.
le début de votre renaissance. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir partagé ce chemin avec moi. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Je m'appelle Odette Moreau, j'ai 82 ans et je ne regrette rien. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.